Soné Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le plaisir est pour moi. Comment allez-vous? Bien, bien. Et c'est ça, c'est ce qui m'amène à dire que faire le bilan, c'est bien. Aujourd'hui, nous posons des actes. C'est à la découverte. Amener les opérateurs économiques, les tours opérateurs en Côte d'Ivoire pour leur dire la situation est normalisée. Il y a des plans phases, les opérateurs économiques qui vont... En abordant deux questions qui me semblent importantes. La première, vous avez parlé tout à l'heure de l'accueil. Vous savez, la porte d'entrée d'un pays, c'est son aéroport. Et quand on arrive à l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan, on n'a pas la sensation d'être très bien accueilli. Et l'autre chose que vous évoquez vous-même, c'est la question de la sécurité. Vous le disiez encore vous-même, dans l'esprit, dans l'imagerie du monde entier, la Côte d'Ivoire reste très instable et très insécure. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait justement pour rassurer tous les touristes potentiels qui pourraient arriver? Opérateurs du secteur, je veux dire, en tant qu'État, Office national du tourisme, ce sont des indicateurs très importants, très forts. En matière de, je vous parlais tout à l'heure de l'indice sécuritaire, oui. Qui a fortement baissé en 2 ans, passant de 8 à 1. Concilier les cœurs, mais dans l'esprit. La réhabilitation ne se satisfait pas simplement des infrastructures. Elle se satisfait également de la position des uns et des autres, de la mentalité des uns et des autres, parce que les Ivoiriens ont toujours vécu ensemble. 60 ethnies, 60 groupes ethniques à gérer, c'est pas facile. Et il est vrai que la Côte d'Ivoire a toujours vécu de concert avec les autres. Nous avons perdu ce cas de figure, mais nous sommes en train de rattraper tout ça pour que les Ivoiriens échangent de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, avec les autres, et aillent découvrir également la culture des autres. Ça permet de stabiliser et de renforcer les liens entre les Ivoiriens. Dans quelques secondes, M. Soumain va retrouver vos deux contradicteurs sur le second plateau, chacun à son tour. La dernière question pour sortir. L'objectif, finalement, c'est que le tourisme participe comment, ou alors quel impact sur la reconstruction socio-économique de la Côte d'Ivoire? Vous savez, c'est le premier, je dirais, générateur d'emplois au monde, c'est le tourisme. C'est dans chaque industrie du monde, aujourd'hui, sur les 11 qu'on prend en acteurs, en activité, c'est le seul qui a pu engranger au moins un emploi sur 11. 11 personnes. Voilà. Donc, je vais dire simplement qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire n'utilise pas ce vivier de, je ne dirais pas de chômeurs, parce que ce sont des centres d'emploi dans la formation. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui sortent des écoles avec un BTS tourisme et ils ne savent pas ce que c'est que le tourisme. Donc aujourd'hui, c'est important de dire que sur l'horizon 2020, pays émergents comme l'indique le chef de l'État, ben, on peut créer 10 000 emplois aussi facilement. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Jean-Marie Sommet, d'être venu sur ce plateau. On va retrouver, comme je le disais, vos deux contradicteurs sur le second plateau. Madame, Monsieur, nous marquons la traditionnelle première pause avant de retrouver les contradicteurs de notre invité. Restez sur Vox Africa, on se retrouve tout de suite. Retour sur le plateau de Recto Verso, nous sommes dans la deuxième partie, celle au cours de laquelle notre invité, Santiro Jean-Marie Sommet, directeur de Côte d'Ivoire Tourisme, va donc être confronté à ces deux contradicteurs. Nous parlons aujourd'hui de la relance du tourisme ivoirien. Monsieur Sommet, bienvenue sur le second plateau. Merci. Avant d'accueillir votre premier contradicteur, je voulais qu'on revienne sur ce qui semble être la grande innovation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est une trouvaille extraordinaire, le e-visa. Oh, super. Bah, écoutez, tout le monde ne parle que de ça aujourd'hui. Bah, je pense que nous sommes aussi dans l'évolution des nouvelles technologies. Oui. Donc le e-visa, c'est qui n'est pas nouveau, mais simplement parce que le e-visa a été instauré pour la facilitation de l'obtention du visa à l'aéroport d'Abidjan-Port-Bouët. Oui. C'est ce qui est innovant. D'accord. Voilà. Donc pendant longtemps, on a eu ce problème avec les ambassades, puisque certaines personnes voulant venir en Côte d'Ivoire avaient du mal à retrouver le chemin de la chancellerie, sinon voire 2 fois un voyage pour obtenir un visa. C'était des tracasseries que nous avons dénoncées en arrivant au ministère et à Côte d'Ivoire Tourisme pour expliquer qu'il fallait faciliter l'obtention du visa à un point donné, donc à l'aéroport d'Abidjan-Port-Bouët. En cela, nous remercions le président, puisque le président de la République a compris tout de suite que c'était un frein à l'évolution du tourisme. Il a accédé à cette requête et le gouvernement a planché pour que le visa soit possible et délivré aujourd'hui à l'entrée de l'aéroport d'Abidjan-Port-Bouët.
Voyons si vos contradicteurs pensent que c'est une grande innovation. Accueillons votre premier contradicteur, M. Marcel Binet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Pour vous présenter à nos téléspectateurs, vous êtes producteur TV, vous êtes consultant en marketing, vous êtes très ancré dans les questions de tourisme sur lesquelles vous avez effectué beaucoup de recherches. Oui. Et je vois que vous avez suivi avec beaucoup d'attention les échanges qu'on a eu avec M. le directeur dans la première partie de l'émission. Et sans doute, il y a des éléments qui ont retenu votre attention. Je vous laisse en face de lui pour 15 minutes. Ok. D'entrée, je dirais d'abord bienvenue au directeur du Côte d'Ivoire Tourisme. Aujourd'hui, c'est avec un plaisir que nous touchons du doigt à un domaine qui est le nôtre, qui est le tourisme. La première question, pensez-vous réellement que le tourisme en Côte d'Ivoire est une véritable industrie? Je crois que ne pas reconnaître que le tourisme est une industrie, d'autant plus en Côte d'Ivoire, je crois que je ne serais pas à ma place. Je pense que quand on parle d'industrie touristique, on fait appel à plusieurs secteurs d'activité. Okay. Et tous ces secteurs d'activité nous permettent de dire aujourd'hui que c'est une véritable industrie. D'accord. Je rebondirai là-dessus parce qu'une industrie part d'un volume. Quel est le volume exact aujourd'hui, après la crise post-électorale, du tourisme en Côte d'Ivoire, en termes de chiffres et en termes de perspectives pour l'objectif 500 000 tourisme, objectif 2014-2015? Oui, on parle de volume. C'est vrai qu'on peut parler d'humain également. Mais je pense qu'en volume, aujourd'hui, nous sommes à 290 000 visiteurs touristes en Côte d'Ivoire. Et l'objectif, c'est d'atteindre effectivement les 300 000, comme on disait tout à l'heure, en 2015, et les 500 000 d'ici 2017-2018. Voire, effectivement, passer le 500 000 à l'horizon 2020, voire possibilité d'aller au-delà, à 1 million de touristes. Nous sommes très optimistes. Hein. Ok. Mais qu'est-ce que ça donne dans le PIB aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est moins de 1%, 0,57%. 0,52. Oui, exactement. À peu près. Est-ce que vous avez eu notion du rapport de la Banque mondiale, le African Tourist Report, qui vient de paraître? C'est-à-dire concernant le tourisme en Afrique. Est-ce que vous avez parcouru ce document? Oui, j'ai parcouru. Est-ce que vous l'avez parcouru? La question que je pose, est-ce que réellement, dans votre application du tourisme, le fonds de garantie peut réellement porter la dynamique au niveau du tourisme ivoirien? Écoutez, ce n'est pas le fonds de garantie qui porte. Je pense que c'est ce que je disais, c'est tous les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui porteront le tourisme vers le haut. Vous savez, après avoir visité un certain nombre de pays touristiques, je me dis que ce n'est pas la mer à boire. Aujourd'hui, nous avons une variété, une diversité d'offres possibles aujourd'hui. Tout touriste aujourd'hui, venant en Côte d'Ivoire, a la possibilité d'étendre son choix. Donc, je ne dis pas que c'est le fonds. Le fonds ne peut pas apporter quelque chose. Ce sont les hommes qui apportent quelque chose. Je suis d'accord avec vous, mais en tant que marketeur, je vais vous toucher du doigt le problème du tourisme. Le problème du tourisme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de visions, de projections structurelles. Je prends le cas de l'Asie. En 80, ils étaient à 8% de tourisme. Et aujourd'hui, en 2010, ils sont à 25%. Est-ce que vous faites école ou cas de l'exemple de l'Asie, j'ai dit Asie-Pacifique, et même le Botswana, le Kenya, la Tanzanie? Quel est le contenu que vous apportez, vous, aujourd'hui, pour qu'on puisse atteindre ne serait-ce que 5%? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Le pays sort d'une grave crise, et même si nous avons le sentiment que c'est derrière 50 nous... 50 ans d'existence, au moins 10, ça fait 40 ans. Non, le pays, d'abord, ça a été, je vais vous le dire, je crois que le tourisme n'a jamais été considéré dans ce pays comme un instrument de développement économique. C'est la lacune consciente. Bien sûr. Comme disait le président Houphouët-Boigny, si je commence à développer le tourisme en Côte d'Ivoire, il n'y en aura plus pour les autres qui n'ont pas de matière première, de base. On a développé d'abord l'agriculture dans ce pays. Okay. Je le disais, on a d'abord cherché à nourrir l'Ivoirien de l'intérieur. Mais l'Ivoirien a toujours faim. Il a faim d'autre chose, mais il ne meurt pas de faim. De faim? Oui. Je dis l'Ivoirien a faim parce que si on touche du doigt la pauvreté, parce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est l'une des places les plus chères en termes de recettes. Ça peut faire l'objet d'un autre débat. Ouais. Nous sur le tourisme, oui, s'il vous sur le plaît. tourisme. Non, parce que pour qu'il y ait consommation locale, il faut qu'il y ait d'abord, parce que l'Ivoirien a une mentalité en marketing, c'est le 4B, c'est-à-dire manger, boire, s'habiller et faire la fête. Tout à fait. Okay. Et donc, partant de là, aujourd'hui, la cherté de séjours réceptifs est un frein
pour la consommation locale, pour 22 millions de personnes. Vu sous cet angle. Oui. Oui, je vous concède cela, vraiment. Ouais. D'ailleurs, j'ai rencontré tous les réceptifs hôteliers et je vais les revoir à nouveau, tous les responsables des réceptifs hôteliers. C'est pour ça que je parle de professionnalisme. Okay. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas facile de se loger à Abidjan ni à l'intérieur du pays. Parce que, simplement, ceux qui ont construit des réceptifs hôteliers ne sont pas des professionnels. C'est certaines personnes qui ont eu beaucoup d'argent à un moment donné, qui ont monté des immeubles et qui en ont fait des hôtels. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas comprendre. Créer un package, simplement, à partir d'une agence en disant, il y a le prix de l'hôtel, il y a le prix de la location de véhicules, il y a le prix du circuit à l'intérieur, il y a le prix du guide touristique. Ben, écoutez, allez voir un hôtelier aujourd'hui qui n'est pas responsable, même quand il fait un taux de remplissage nul le week-end, refuse de baisser ses tarifs. Oui, mais tout ça est à prendre en compte. C'est la formation. Est-ce qu'à ce niveau, vous ne pouvez pas apporter une garantie? Parce qu'aujourd'hui, comme le dit la Banque mondiale dans son rapport, c'est d'aller dans la même synergie entre le secteur privé et vous. Mais c'est ce que nous faisons. Je dis bien qu'il y a 7 mois que nous sommes là et nous faisons un constat. Pour dire que les professionnels, soi-disant professionnels en Côte d'Ivoire, n'ont pas compris qu'il fallait créer un package. On peut parler des compagnies aériennes où également on nous dit que les taxes aéroportuaires sont très chères, élevées dans ce pays. Voilà. Donc, je veux dire, tout ça, c'est dans un dynamisme de recréer le produit Côte d'Ivoire. Et chacun à son niveau. Ben, je suis content, d'une part, parce que la première décision de cette fin d'année, c'est l'augmentation du SMIC en Côte d'Ivoire par le chef de l'État et son gouvernement. Et la deuxième innovation, c'est l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Donc on pourra ici, vous mettez dans quelques temps... Vous mettez de côté le code du tourisme qui a été adopté 50 ans après. Ben, je ne le mets pas de côté, c'est un acquis. Je ne vais pas me flatter. Nous sommes battus pour cela, nous l'avons aujourd'hui. Et c'est sur le plateau que j'ai appris, j'ai eu la bonne information tout à l'heure. Parce que je vous l'ai donné. Oh oui. Merci. Qu'est-ce que vous feriez en plan de communication, en plan marketing, pour qu'il y ait non seulement adhésion de la consommation intérieure, nous sommes 22 millions d'habitants, ok? Quelle est la politique que vous adoptez? Parce que moi, je donne un exemple simple. On avait une production au niveau de la télévision qui était Destination 225, qui n'a jamais eu l'appui du ministère du Tourisme, encore moins de Côte d'Ivoire Tourisme. Pourtant, pendant près d'1 an, c'était la belle vitrine de la Côte d'Ivoire, profonde. Oui, je crois que c'est le mal est fait. Je ne veux pas revenir dessus parce que c'est aussi juger mes prédécesseurs qui n'avaient pas effectivement la stabilité politique et économique que moi j'ai, que je trouve actuellement. Donc ce n'est pas, je ne veux pas me glorifier par rapport à ça. Si je dis simplement, je trouve un cadre plus stable, pouvoir travailler, faire comprendre. C'est long, ça sera certainement long. Mais ce qui m'enchante moi dans ce pays, c'est que depuis que nous sommes là, c'est le ministre pour lui 10 mois et moi-même 7 mois, on s'est rendu compte que tout le gouvernement et l'ensemble des acteurs s'intéressent au tourisme, deviennent tous des spécialistes du tourisme. Et nous sommes heureux de voir que le code du tourisme a mis vraiment du temps à sortir parce que chacun avait un mot à dire. Et ça, c'est vraiment la prise en compte du fait que le tourisme est quelque chose d'essentiel dans l'économie de notre pays. Vous ne pensez pas que fait d'Abidjan 40% du pôle de destination en termes de volume au niveau du tourisme d'affaires sera peut-être un point faible de la redynamisation? Pourquoi? Parce que 40%, Abidjan absorbe 40%. Aujourd'hui, des entrées au niveau de l'aéroport ou même des séjours. Et quand on voit le parc, par exemple le parc de Bouna, le parc de la Maraoué, le parc du Mont Péco, est-ce que réellement la Côte d'Ivoire a un contenu, un produit à vendre? Je prends le cas parce que... Vous dites même, vous-même, vous dites tourisme des affaires, 40%. Mais il faut d'abord stabiliser. Je crois que ceux qui viennent se rendre compte d'un environnement. Je serais d'accord avec vous parce que même l'Afrique du Sud, en période de l'apartheid, était à un niveau très appréciable. Oui, mais vous n'allez pas comparer des gens qui font de la culture du cacao, de l'EVA, à certaines personnes qui disent il faut faire du tourisme. Ce n'était pas notre objectif jusque-là. Aujourd'hui, ça devient notre objectif parce qu'on s'est dit il y a quelque chose à faire. Parce qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. Il faut également transformer le cacao. Mais ce que je veux dire par là, c'est la découverte aussi de tout cet environnement. Moi, je reviens de Taï, la forêt de Taï, simplement pour découvrir. Et je me suis rendu compte de la richesse de ce pays. Voilà. Mais c'est petit à petit, on va amener les Ivoiriens à découvrir. Mais vous savez qu'il y a des Allemands qui sont installés à Taï. Les Allemands sont installés dans le cadre d'une étude sur les espèces dont j'avais parlé, les gorilles, parce qu'eux, ils savent que c'est de là que vient l'oxygène comme de l'Amazonie. Pourquoi est-ce qu'on n'enseignerait pas
ce potentiel-là dans les écoles de tourisme? Est-ce que les écoles de tourisme existent encore aujourd'hui? Oui, en fait, on a un lycée hôtelier. Ben, vous savez, dans la réhabilitation comme ça de la politique post-crise, il y a la création d'un centre d'application des métiers du tourisme et également la création d'un institut supérieur du tourisme à Yamoussoukro. Donc ce sont des projets que le ministère vous ne le prouvez pas à moi. Yamoussoukro est déjà un pôle de tourisme religieux. Mais parce qu'on a fait de cette capitale aujourd'hui un centre d'élite. Nous voulons l'élite. L'élitisme au niveau de l'hôtellerie. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est tellement péjoratif dans l'esprit des gens que petit à petit, ils vont se rendre compte quand on vous dit « je fais seulement le parcours Abidjan-Divo que j'ai fait récemment » en expliquant aux gens « ben voilà, j'ai fait le plein de mon véhicule, je suis arrivé à Divo, effectivement j'ai pris une chambre d'hôtel, je suis parti de Divo, j'ai rencontré un artisan, j'ai acheté des souvenirs, j'ai mangé des maquis, et puis brusquement, je suis revenu en achetant des bananes sur la route. » Mais à chaque étape, j'ai apporté une valeur ajoutée. Oui, ça c'est l'aspect de la croissance de proximité. Absolument. Il nous reste 2 minutes. Qui sont exigés par les normes internationales. Mais je reviendrai sur les chiffres précisément de 1995 à 2005. 10 ans. Le chiffre était de 100 milliards en 1995, 175 milliards en 2000, 250 milliards de francs en 2005. Monsieur le directeur, aujourd'hui, quelle est la perspective? Comme l'Asie, comme Dubaï, comme certaines destinations, quel est l'objectif que se fixe, vous, votre département, en termes de prévision milliards? Ben, écoutez, nous sommes déjà à 50. Après une grosse crise comme nous avons connue, nous sommes à 50 milliards. Donc, petit à petit, laissez-nous progresser en 2 ans d'une république qui renaît. Ouais. Faisons confiance. Je suis sûr que la Côte d'Ivoire passera le cap. L'objectif, c'est d'arriver à combien? À l'horizon, je dis n'importe quoi, 2020. L'objectif, c'est d'arriver Retrouvons déjà l'objectif de 2005. Si on a 250 milliards. De 250 milliards, oui. Oui, essayons de retrouver cet objectif d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, de 250 milliards. Nous serons vraiment, là, nous serons indexés dans le PIB. Est-ce que vous ne pouvez pas vous inspirer du Kenya, du Rwanda, de la Tanzanie, qui ont un visa unique pour 4 ou 5 pays? Ben, c'est aussi le rôle de la sous-région, de la CEDEAO. La CEDEAO, oui. Voilà, donc on a essayé déjà de faire un passeport unique. On n'est pas arrivé parce que les intérêts des uns et des autres faisaient que chacun s'est départi un peu de tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, pourquoi ne pas avoir un visa unique? Mais comment vous faites la répartition en Afrique de l'Ouest? Vous savez que chacun est gourmand, hein, dans chaque pays. Je vous poserai la question, est-ce que vous connaissez la réserve de Nzi? Oui. Juste à côté de Bouaké? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Cette expérience pourrait servir à la Côte d'Ivoire, parce que des pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, évoluent aujourd'hui sur l'option des lodges. Parce que c'est dans le contenu que nous pouvons redynamiser. Il y a un programme. Un programme? Un programme dans ce sens-là. Mais le premier programme de relais paillotes créé par le ministère et le ministre en arrivant, c'est Jacquesville. Donc nous allons mettre des relais paillotes. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement des buildings. Mais il faut bâtir le pont, parce que les infrastructures vont Il est le en train d'être terminé, là. Vous savez, la jonction du pont, il est comme ça, il ne reste plus qu'à mettre le milieu. Donc, ma dernière question, vous ne pensez pas que le frein du tourisme en Côte d'Ivoire, c'est la propriété foncière? Attribution et problème, l'attribution des terres. Pourquoi? Parce que la terre appartient à des autochtones, à des personnes. Mais l'État a mis un cadre aujourd'hui. Le Code du tourisme permet de régler cela. Si un investisseur se veut un terrain aujourd'hui, l'État peut aujourd'hui décréter. Par décret, justement. Pas décret, mais contribution mais c'est le fonds d'investissement, aujourd'hui, qui permet aujourd'hui de favoriser l'investissement. Donc l'État trouvera le cadre adéquat, même quitte à payer, quitte à rembourser les droits, effectivement, pour que l'industrie touristique, comme vous dites, puisse se développer. Et pourquoi ne pas lever l'emprunt obligataire au niveau du tourisme? On le fait ailleurs, dans d'autres secteurs. La vraie économie, c'est ça. Oui, ce sont des pistes. Pour l'instant. Laissez-nous y arriver tout doucement. Merci infiniment, merci. Ça a été très enrichissant cet échange. J'ai même failli dire à monsieur le directeur que ça se trouve, il devrait peut-être créer un poste à Côte d'Ivoire Tourisme pour monsieur Billet. On a fait toute l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Asie pour ça. Non, c'est bien. Merci infiniment, monsieur Billet. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Madame, monsieur, nous allons marquer la deuxième pause de cette émission. On va retrouver le deuxième contradicteur dans quelques instants seulement. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Recto Verso. Nous sommes toujours dans la deuxième partie, la partie Verso, et on va voir dans quelques instants le second contradicteur du directeur de
Côte d'Ivoire tourisme. Je voudrais juste revenir sur une préoccupation avant d'accueillir votre deuxième contradicteur du précédent. Sur le coût de la vie en Côte d'Ivoire, parce que si tant il est, comme vous nous disiez dans la première partie, que vous voulez effectivement encourager les Ivoiriens à connaître le tourisme, bon, on se réjouit déjà que le SMIC ait augmenté, mais ça veut dire qu'il y a des efforts à faire à ce niveau. Et vous évoquiez le fait justement que des gens qui ont aujourd'hui des complexes hôteliers en Côte d'Ivoire soient des hommes d'affaires. Quelles sont les mesures compensatoires que vous allez leur proposer si d'aventure vous leur suggériez de revoir à la baisse le coût de leurs infrastructures? Non, c'est une question de logique, c'est mathématique. Il n'y a pas de compensation à apporter. Lorsque vous avez un réceptif de 30 chambres et que vous savez que le week-end, c'est pas plein, vous cassez les prix, simplement. Parce que vous utilisez des produits, aujourd'hui, l'électricité, vous payez, l'eau, vous payez. Donc, lorsque la climatisation, vous payez. Donc, si vous permettez aujourd'hui de dire que votre réceptif était à 40 000 francs CFA et de passer le week-end à 20 000 francs CFA, au moins, vous n'avez pas une chambre vide. C'est ce qu'on veut dire. Mais dans l'esprit, parce que c'est ça aussi, dans l'évolution de l'esprit, il faut que les gens se rendent compte que gagner de l'argent aujourd'hui, tout de suite, pouvoir amortir les investissements, c'est pas possible. Donc il faut aller progressivement, et c'est d'admettre aussi la part des agences sur cette variante de promotion et d'établissement de package. Voilà. Accueillons votre deuxième contradicteur, M. Kifar Berou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Alors, vous êtes en plein dans les questions touristiques parce que vous êtes un promoteur culturel, vous travaillez dans l'événementiel. Oui, je suis en fait fashion event planner, spécialisé de la communication mode. Et c'est un domaine qui nous intéresse particulièrement parce que l'industrie de la mode part avec ce qu'on appelle l'industrie du luxe. Oui. Alors, moi, avant de venir au vif du sujet, ce que j'aimerais demander à monsieur le directeur, merci déjà de me recevoir, c'est qu'est-ce que vous avez prévu pour nous-mêmes les jeunes, pour nous donner envie de reconnaître la Côte d'Ivoire? Parce que depuis 10 ans de crise, on ne se reconnaît plus dans l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. On ne sait plus qu'est-ce qui définit la Côte d'Ivoire, quelle est la culture qui nous définit et tout ça. Alors moi, j'aimerais demander au directeur, quelle est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Très bonne question. L'identité culturelle, mais je ne peux dire simplement qu'elle est variée. On ne peut pas donner une identité culturelle à un pays comme la Côte d'Ivoire en disant nous avons une spécificité particulière. Je disais tantôt qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est le Akouaba, savoir recevoir. Mais non, nous l'avons au fond de nous-mêmes. Quand on parlait d'identité culturelle, c'est le pluriel de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait notre richesse. Nous sommes à la fois nous sommes diversifiés à travers nos cultures. Donc ne me dites pas qu'on peut définir l'Ivoirien sur un seul critère. C'est pas possible. C'est la variété qui fait la richesse de ce pays. Alors comment cette opinion-là est divulguée auprès du public? Pour l'instant, ça a été divulgué, excusez-moi, je pense que j'ai 50 ans, je pense que j'ai l'âge de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et pendant longtemps, nous avons travaillé, nous avons eu des voisins, des amis dans ce pays, qui plus ou moins étaient d'une autre ethnie, mais qui partageaient les choses avec nous. Mais c'est de reconstituer, quand on dit reconstruire la Côte d'Ivoire, c'est d'abord reconstruire dans la tête des hommes ce que nous étions et d'où nous venions pour pouvoir faire de la Côte d'Ivoire une unité. Nous sommes sur la bonne voie, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le BT, le Baoulé, le Dida se reconnaît, le Sénéfo se reconnaît en tant qu'Ivoirien. Ça commence à revenir. Mais nous sommes perçus en tant que tels, dans notre esprit. Mais c'est reconstruire aussi la tête qui a été longtemps, pendant plus de 10 ans, vous savez, 10 ans c'est énorme, pendant longtemps frustré du fait qu'il y a eu des singularités, il y a eu des partages dans ce pays. Maintenant, nous revenons en disant simplement, unissons-nous à travers notre culture. Mais notre culture, elle est tellement diversifiée que chacun doit garder sa culture pour dire, du nord au sud, venez voir ce que nous avons fait tel jour, pendant tel moment, telle fête de réjouissance, telle fête d'Ignam. Moi, demain, je suis à Krinjabo, le village de Michael Jackson. Oui. Alors, après 10 ans de crise, vous héritez d'un domaine très alarmant. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'un audit a été fait? Est-ce que l'opinion publique a été sondée? Est-ce que les jeunes ont été sondés?
Qu'est-ce que vous avez fait avant de prendre les rênes de ce domaine-là que vous dirigez aujourd'hui? Vous savez, sonder, c'est réveiller beaucoup de choses. Il y a des institutions qui se chargent de la réconciliation. Nous sommes un moteur de la réconciliation. Nous apportons quelque chose en disant il faut que les Ivoiriens se reconnaissent. Il faut organiser des colonies de vacances. Il faut organiser des échanges entre les Ivoiriens pour découvrir la culture de l'autre, le pays de l'autre. C'est ça que nous sommes en train de faire. En fait, si je pose ramener cette question... les étrangers sur ça. Okay. Vous comprenez? Ramener les étrangers pour mieux faire comprendre notre culture. Elle est tellement diverse. En posant cette question, en fait, je voulais faire ressortir plus le côté de qu'est-ce que l'Ivoirien pense de la relance du tourisme en Côte d'Ivoire? Est-ce que la question a été posée à l'Ivoirien? Je veux vous la poser. Non, parce qu'il y a des choses simples qui existaient en Côte d'Ivoire. Par exemple, quand vous prenez le générique phare de la RTI, qui nous a tous fait aimer certains emblèmes de la Côte d'Ivoire, certains lieux de la Côte d'Ivoire. Ce générique-là, aujourd'hui, n'existe plus. Alors, la génération, nous, notre génération, on ne sait plus, on ne se reconnaît plus, en fait, dans la nouvelle image de la Côte d'Ivoire. On n'a plus de repères. Ça, c'est au niveau de la télé. Déjà, les petites choses simples qu'on avait l'habitude de faire n'existent plus. La rue Princesse, c'est vrai que cette rue-là avait des effets péjoratifs, mais je pense qu'elle apportait beaucoup à l'image de la Côte d'Ivoire. Les cinéastes se sont intéressés à cette rue-là. Il y a une grosse production cinématographique qui a fait la promotion de la Côte d'Ivoire. Alors, vous héritez de la Côte d'un domaine alarmant. On sort de 10 ans de crise. Il y a plein de choses qui changent. On change automatiquement les noms des différentes régions de Côte d'Ivoire. Oui, il y a des noms qui sont ajoutés, le Béré, autrement qui était le Ourodougou, est ajouté. Il y a pas mal de régions comme ça. Et du coup, ça crée le bouleversement dans la tête des gens. On ne sait plus vraiment à quelle région on appartient. Il y a plein de choses comme ça qui changent. Et voilà, donc moi j'aimerais savoir, est-ce que vous avez pris la peine de effectivement sonder les Ivoiriens, de savoir ce qu'ils pensent de leur pays, ce qu'ils pensent de l'orientation que vous voulez donner au nouveau tourisme ivoirien? Parce qu'il faut que nous, on s'assèque d'abord avec la nouvelle orientation que vous allez donner avant que l'étranger soit à l'aise dans notre pays. Est-ce que cela a été fait? Rassurez-moi, la crise est derrière nous. Et je ne parle même pas de crise. Non, parce que là, j'ai l'impression que nous sommes en pleine crise. Mais rassurez-moi, moi je vous dis 7700 km et j'ai découvert un pays complètement uni. Vous savez, il y a un projet qui est en phase ici aujourd'hui. Ce n'est pas à l'État de faire tout. Aujourd'hui, il y a des régions. Donc nous avons pris la peine d'appeler tous les présidents de région, les réunir, pour que chacun apporte dans sa région le développement nécessaire au développement du tourisme. Les axes. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'État de définir. Nous avons demandé aux présidents de région, de chaque région de Côte d'Ivoire, il y en a 31, mais celles qui sont concernées par le tourisme, il y en a 14, par extension 18, de prendre en main le destin de cet outil essentiel qui rassemble, c'est le tourisme. De mettre en valeur tout ce qu'il y a dans leur région. Nous allons rechercher les financements nécessaires. C'est un projet sur pratiquement 8 milliards. Nous leur donnons le choix et la possibilité de créer des offices du tourisme régionaux, facteurs de rapprochement et de stabilité de leurs compatriotes à l'intérieur, de leurs administrés. Donc, le déplacement de population, on l'espère, ne se fera plus si les gens trouvent du travail dans telle ou telle région, dans le tourisme et à travers le tourisme. Donc, ce que vous me dites là, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on est toujours dans cette souffrance alors que nous avons dépassé le débat. Nous sommes actuellement en train de recréer quelque chose, un dynamisme. Mais ne mettez pas tout sur la tête de l'État, puisque l'État a accepté sa mission régalienne tout en se dérogeant de tout ça, en disant mettons des régions en place, mettons le fait que des présidents de régions soient aujourd'hui au cœur du développement. C'est à eux d'apporter cet élément. Je me permets de prendre juste une dizaine de secondes pour dire qu'il m'a semblé percevoir dans la préoccupation de M. Beyrout autre chose, c'est-à-dire que finalement, les Ivoiriens risquent de ne pas se reconnaître dans cette relance touristique que vous voulez. C'est-à-dire qu'ils risquent de ne pas reconnaître leur pays et par conséquent, ils risquent de ne pas reconnaître ce que vous voulez vendre. Non, je ne pense pas que ce soit vraiment cela. Il nous a parlé d'appellation qui a changé. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame des choses. Il y a des régions qui existent aujourd'hui. L'Ivoirien qui ne se reconnaît pas dans son tourisme, mais l'Ivoirien d'il y a 10 ans ne savait même pas que le tourisme existait. L'Ivoirien, il y a 15 ans, ne savait même pas que le tourisme existait. Aujourd'hui, on ne sait même pas. Certes, on a commencé à faire des choses,
pour qu'on reconnaisse l'Office national du tourisme. Mais beaucoup ne savaient pas à quoi on servait. Certains se disaient, quand on a besoin de faire une manifestation culturelle, bon, on va voir l'Office national du tourisme, on a les financements, on a les subventions. Nous sommes passés à une étape pour dire aujourd'hui, même sur le plan culturel, on a besoin de la culture. Aujourd'hui, pour pouvoir financer un événement, il faut qu'il apporte quelque chose au développement touristique. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en faveur de toutes les fêtes aujourd'hui organisées dans les régions et dans les villages. Et même dans les villages, nous les accompagnons pour ne pas se défaire de cette identité culturelle. C'est d'abord la culture. C'est très important pour nous. Nous nous appuyons sur la culture. Nous nous sommes appuyés également sur le cinéma. Rassurez-vous. Effectivement. Alors, un autre point important, vous parlez de tourisme balnéaire, l'écotourisme, l'agrotourisme et tout cela. Il y a un domaine qu'on ne scène toujours pas au niveau du gouvernement. Excusez-moi si je reviens toujours, si je fais toujours référence à l'État, c'est le domaine de l'artisanat. Tantôt il se retrouve au ministère du Commerce, tantôt il se trouve affilié au ministère du Tourisme. Pourtant, ce domaine-là en Europe, c'est une véritable industrie, c'est une économie. Pourquoi au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a pas encore pu trouver la stabilité pour ce domaine-là? Parce que je dirais simplement que pendant longtemps, vous savez, hein, c'est comme le ministère du Tourisme, je vais être franc avec vous. Avant le président Alassane Ouattara, on mettait les ministres parce que c'était une façon de récompenser telle ou telle personnalité qui devenait un ministre du Tourisme. Les choses ont changé et je le dis, le président est allé chercher un professionnel qui, effectivement, est venu aujourd'hui à la tête de ce département. Quand vous me parlez effectivement de l'artisanat aujourd'hui, nous, au niveau de Côte d'Ivoire Tourisme, nous avons un département artisanat. Très prochainement, le 19, nous créons un espace pour faire découvrir aux artisans, à la population ivoirienne. Il y a eu un test justement qui n'a pas tenu toutes ses promesses au plateau. C'est-à-dire il y a eu un salon de l'artisanat au plateau tout dernièrement. Mais non, il y a un an, tout juste. Okay. Il y a un salon fait devant le siège de Côte d'Ivoire Tourisme. Oui. C'est ce que vous dites? Oui. Non, ce n'était pas un salon, c'était la présentation des artistes. Mais il y a un texte qui a bien marché il y a 3 mois. C'est tous les artisans que nous avons sélectionnés dans les centres commerciaux de Presuma, que ce soit Sokosé, que ce soit Prima, qui ont exposé. Et quand ils sont venus nous voir, en nous restituant certains éléments, en nous disant, vous savez, monsieur le directeur, on va vous dire, chacun d'entre nous ici a dû faire au moins 2 à 3 millions de francs de bénéfices. Mais pire et mieux, comprenez, aujourd'hui, ces artisans qui sont là vendent sur l'international. Ils sont au Ghana, ils sont au Canada. Et ça m'a fait plaisir. Donc, ne dites pas qu'on ne les a pas pris en compte. C'est vrai qu'on n'arrive pas à les identifier. Mais si on les identifie, au niveau de Côte d'Ivoire Tourisme, on a identifié tous les artisans. C'est aussi un problème parce qu'avant c'était le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Aujourd'hui, certains artisans de luxe ne souhaitent pas rejoindre le ministère de l'Artisanat. Nous faisons en sorte, que la Côte d'Ivoire est une, d'apporter, chacun dans son domaine, la promotion de l'artisanat. C'est ce que nous faisons. Il nous reste 3 minutes. D'accord. Alors, ce que j'aimerais demander à monsieur le directeur général, est-ce qu'il y a une politique réelle qui a été mise en place pour que la mode fasse partie de cette dynamique-là de la relance du tourisme en Côte d'Ivoire? Vous savez, je vous dirais, mais avez-vous un projet, simplement? Bien sûr. Vous venez voir Côte d'Ivoire Tourisme. Nous établissons ensemble une convention. Nous prenons votre projet du début, au milieu et à la fin. Aujourd'hui, nous finançons, nous subventionnons un certain nombre d'artistes, parce que moi, j'estime que vous êtes des artistes dans ce domaine-là, qui viennent nous voir. Nous les accompagnons. Nous faisons la mise en place. C'est vrai que vous aussi, dans votre secteur, vous êtes un peu perdu. Vous dansez sur quelle balance exactement? Ministère de la Culture, ministère de l'Artisanat, ministère du Tourisme. Vous êtes avec nous? Nous sommes un noyau qui regroupe tous ces domaines-là. Bienvenue, moi je suis heureux de vous découvrir. Venez vers nous. Moi je prends tout ce qu'il y a. Pourtant, quand on parle de la promotion du pays, moi je prends tout ce qu'il y a. Donc soyez rassurés. Si vous venez vers nous, on va vous accompagner. Il y a un phénomène qui fait fuir les touristes, le broutage. Ah. Alors, là, mille excuses, je viens de Paris, donc j'étais en poste à Paris. D'abord, c'est quoi le broutage, pour être sûr que tous les spectateurs... Le broutage, c'est la cybercriminalité. Ah d'accord, voilà. J'étais jusqu'à, je disais, il y a 7 mois, à la mission économique de l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'était pas un jour, mais c'est tous les jours que nous recevions des plaintes concernant
cette malhonnêteté intellectuelle utilisée par certains Ivoiriens. Et vous savez, quand l'Ivoirien commence à être très fort, il a passé complètement le cap des Nigérians aujourd'hui. Les Ivoiriens sont devenus très forts dans la cybercriminalité. Et ça fait du tort à notre pays. Parce que nous avons diligenté une mission récemment d'évaluation de nos bureaux à l'étranger. Et la première chose qu'on nous disait justement aux membres de la délégation, en fait, chez vous, ils continuent à escroquer les vieilles dames et les vieux monsieur. Vous voyez cette image, certains Ivoiriens vont parler de la jeunesse aujourd'hui. Mais c'est ça aussi, à convaincre, à changer. C'est ça. Et c'est pas facile. Vous êtes jeune. Le bureau de l'Office du tourisme sera-t-il représenté à la Coupe du Monde pour aller profiter de l'expertise du Brésil? Parce qu'on sait que c'est une grande capitale également qui réussit à drainer plein de touristes. Vous savez, avec le Brésil, c'est une autre histoire. Nous serons présents. Je peux répondre à votre question, puisque c'était notre objectif d'être présents. Nous serons présents sur notre volet, ce n'est pas le balnéaire. Nous ne pouvons pas concurrencer le balnéaire brésilien. Les plages de Copacabana et autres n'auront pas encore cette dimension. Parce qu'effectivement, quand on regarde l'érosion de la mer sur la terre, ici en Côte d'Ivoire, il n'est pas facile de faire du balnéaire. Mais Sassandra reste quand même, Sassandra c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, reste une zone propice au balnéaire. Ce sont des plages magnifiques. Mais ce qui nous intéresse au Brésil, c'est l'axe du tourisme religieux. Pouvoir créer des charters depuis le Brésil et également depuis Abidjan, plutôt Yamoussoukro, puisque la basilique existe, pouvoir créer des circuits et des échanges. Et c'est ça qui nous intéresse sur cet axe. C'est sur ça que nous travaillons. Parce que nous avons beaucoup à apprendre du tourisme religieux, nous également. Et donc, de ce côté-là, on peut le faire. Mais ne vendons pas nos plages au Brésil. Ce sont les meilleures plages du monde. Voilà. Merci infiniment, monsieur. Merci, monsieur Béride, d'être venu sur ce plateau. Ça a été, comme je le disais avec monsieur Billet tout à l'heure, très productif, votre échange. On a permis de faire le tour. Maintenant, vous avez une porte ouverte à Côte d'Ivoire Tourisme. Monsieur le directeur a dit qu'il prenait tout ce qu'il venait, donc moi, je serai à votre place. J'en profiterai plein pot. Non, tous les sujets intéressants. Je prends tout ce qui est intéressant. Je suppose qu'il en a des sujets intéressants. J'espère que vous en avez. Bien sûr. Bon, voilà. Merci infiniment, monsieur Sommet, d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir répondu aussi aimablement à toutes nos questions. Nous, on va suivre de près cette affaire. Peut-être dans 15 ans, qu'est-ce que je dis, d'ici à 2015, on reviendra et on comptera ensemble, on verra ensemble le volume. On verra si on a évolué et si les préoccupations qui ont été soulevées ici par M. Beyrout et par M. Billet auront effectivement retenu votre attention. Mais dans toute façon, merci d'être venu sur ce plateau et bon vent à vous. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette édition de Recto Verso. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie des programmes de Vox Africa. La semaine prochaine, on se retrouvera. Ce sera dimanche avec un nouvel invité et de nouveaux contradicteurs. Très bonne soirée à tous et à dimanche prochain.